Merci, Monsieur Baptiste Rapin, d'avoir accepté l'invitation de Gavroche, donc le média de la gauche souveraine. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Et donc, vous avez développé une approche, une réflexion phénoménologique autour des enjeux du management dans notre société, au sein de différents ouvrages, différents articles. Donc, en termes d'ouvrages, on peut citer Au fondement du management, paru en 2014 chez Ovadia, et de l'exception permanente en 2018 chez Ovadia également. Vous avez aussi réalisé des articles pour Philip, entre autres, euh, et d'autres documents de recherche. Donc aujourd'hui, on sollicite votre analyse et votre expertise sur les questions de management et de la cybernétique pour interroger un phénomène entre guillemets actuel et qui est peut-être plutôt mis au goût du jour par le débat public, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire les phénomènes de désengagement et de démission dans le monde du travail. Le travail en tant que composante structurante de l'individu semble traversé par une crise d'un nouveau genre. Comment peut-on en faire une analyse? Comment peut-on la nommer à l'aide des théories que vous étudiez? La question est de taille. Merci de me la poser. Euh, Écoutez, la première chose, c'est vous venez de la signaler. J'aimerais y revenir, c'est que cette expression de grande démission, euh, traduite directement de l'américain, sonne de prime abord comme un slogan médiatique, hein, plus que comme une conceptualisation sociologique ou scientifique. Mhm. Big Quit, ça fait un peu Big Mac, si vous voulez, hein. Donc, c'est pour marquer les esprits. Et donc, il faudra se demander finalement à qui sert, à qui profite le crime, donc à qui sert la popularisation de cette expression. Alors, mais avant cela, j'ai regardé hier les chiffres justement de la démission. Ils sont actuellement de 2,7% en France, en tout cas pour le début de l'année 2022. Au plus fort du phénomène qui a duré seulement 2 mois aux États-Unis, on était aux environs de 8%. Et le taux est redescendu en dessous des 2% tout de suite après. Bon, cela signifie que les chiffres déjà nous appellent à modérer cette expression de grande démission. Et donc à insister peut-être sur le décalage entre le phénomène réel et sa médiatisation. C'est un premier point. Ce qui serait interrogé, et j'y viendrai juste après, c'est plutôt le chiffre impressionnant de 90% des salariés français qui aimeraient se reconvertir. Vous voyez, donc il y a quand même cette tenaille du marché du travail, de la nécessité de gagner de l'argent à la fin du mois pour payer son loyer, ses courses, pour emmener ses enfants en vacances, etc., qui limite de façon drastique ce phénomène de la démission. Ce qui ne veut pas dire que tous les emplois sont pourvus, qu'on trouve les bonnes compétences, mais c'est une autre question à mon sens. Euh, et en revanche, voilà, il faut distinguer cela de l'envie de presque tous les salariés français d'exercer un autre travail. Voilà. Envie qui n'est pas encore susceptible d'être réalisée dans les conditions actuelles. Alors, il faut dire maintenant que le monde du management de façon générale se caractérise par des modes, par des phénomènes passagers qui empruntent très souvent le même chemin, euh, émanant des États-Unis, traversant l'Atlantique et arrivant sur le continent et en France. On retrouve d'ailleurs vous voyez, ce même cheminement du Big Quit à la grande démission. Et les grands artisans de la transmission des modes sont les consultants. Autrement dit, les consultants, pour gagner leur vie, c'est-à-dire gagner des marchés, ont tout intérêt à ancrer dans les représentations collectives, notamment des décideurs, qui sont les financeurs, des expressions marquantes qui laissent croire qu'il y a ici une problématique nouvelle et profonde.
Sans cette croyance, sans cette fabrique de croyances, il n'y aurait pas besoin de conseils. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses à distinguer. Déjà, dans cette première étape, le slogan, le rôle des consultants dans la fabrique des slogans. Alors, si j'en cite d'autres, hein, entreprise agile, entreprise libérée, entreprise digitale, bon, etc., etc. Vous voyez, tout cela signifie au fond la même chose, mais on est obligé de renouveler les expressions pour capter les marchés. Un taux d'émission qui, certes, au niveau de 2008, le plus haut depuis 2008, voilà, ce n'est pas surprenant dans les périodes, on va dire, un peu de crise économique, très bien, mais rien d'extraordinaire. Et en revanche, depuis plusieurs années, un désir unanime, on va dire, de quitter son travail. Donc la question devient, pourquoi la plupart des salariés français voudraient-ils quitter leur emploi, songent-ils à se reconvertir? Et à côté de cette question, j'ajoute un autre pourcentage qui peut apporter un complément, c'est que 25% des créations d'entreprises artisanales sont le fait de diplômés de grandes écoles. Sciences Po, école de commerce, etc. Bon, euh, ma réponse est la suivante. Il est dans la nature même du travail industriel, du travail tel qu'il est pensé et organisé depuis 2 siècles, que de susciter la démotivation. L'expression Big Quit a l'avantage de renouveler un raisonnement qui vise à masquer ce vice originel du travail industriel. Surtout, occupons-nous des conditions du travail, car si l'on améliore l'environnement de travail, alors les gens retrouveront leur motivation. Façon de masquer la question de la nature même du travail industriel. Donc, par exemple, on va s'interroger sur la QVT, la qualité de vie au travail, on va s'interroger sur le bien-être au travail, sur donc l'environnement matériel, et donc on crée des environnements plus cosy, comme on dit, pour susciter la détente. On va installer des baby-foot, des jardins. On va mettre en œuvre, comment dire, du team building avec des sorties collectives. Vous voyez, donc on va travailler sur l'environnement du travail, les conditions de travail, tout en laissant intacte l'organisation du travail. Donc, répondre à, comment dire, la baisse tendancielle du taux de motivation, hein, qui fait écho à cette baisse tendancielle du taux de profit dont parlait Marx, c'est à mon sens s'interroger directement sur la conceptualisation et la concrétisation de cette élaboration conceptuelle du travail à l'époque industrielle. La notion de travail se trouve à la frontière de l'économie et des sciences physiques. Alors ça, c'est important pour comprendre ce qui se cache derrière la notion de travail. Euh, En thermodynamique, donc, qui étudie principalement l'énergie, on va appeler travail utile la part d'énergie investie dans un effort qui sera présente dans le résultat final. Et donc, le rendement sera d'autant plus élevé que le travail utile l'est. Donc, le but sera d'éliminer toutes les résistances, les frottements qui empêchent les forces de gagner en vitesse, en accélération, afin d'accroître, si vous voulez, de conserver le maximum d'énergie initiale dans le résultat final. Et en fait, vous voyez qu'il y a une correspondance exacte avec l'idée qu'on se fait du travail dans la modernité, c'est qu'il s'agit d'organiser le travail de telle façon à accroître les rendements et donc à supprimer toutes les résistances. Vous observerez d'ailleurs que quand on fait de la conduite du changement, ce qu'il faut surtout faire, c'est lever les résistances. Donc on retrouve ce vocabulaire de la science physique dans le domaine de l'économie et du management. Bon, or, pour que l'énergie investie par l'ouvrier dans son travail soit la plus productive possible, il faut rationaliser son activité.
Et donc, c'est l'ingénieur qui sera en charge de la définition des gestes, des opérations de l'ouvrier. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. Ce qui caractérise donc le travail moderne, c'est la séparation du travailleur avec la conception de son travail. Donc là, on a un écart originel qui se pose entre le travailleur et son activité. Et au sens propre du terme, l'activité devient, comment dire, c'est une situation d'aliénation, c'est-à-dire de devenir étranger de l'activité au travailleur. Ici réside, à mon sens, justement ce qu'on appelle la crise du sens. Et de façon générale, les contemporains parlent de la crise du sens au travail, pour ne pas utiliser l'expression de crise du sens du travail. Mhm. Et quand je suis dans la crise du sens au travail, eh ben, je vais essayer encore une fois d'aménager l'environnement de travail pour résoudre ces problématiques de sens, de signification. Et on a tendance, dans ce cas, à considérer le sens d'ailleurs comme un objet. On va dire comment donner du sens au travail. Vous voyez, complément d'objet direct, comme si on pouvait manipuler le sens à l'image d'autres paramètres, je veux dire, matériels. Alors que tant qu'on parle de la crise du sens du travail, on est obligé de s'interroger sur la nature du travail industriel et à ce hiatus, cette césure originelle entre le travailleur et son activité. Donc, c'est cette séparation initiale qui, à mon sens, explique que par définition, le travail au régime capitaliste, c'est-à-dire en fait en salariat, pendant on va dire une grande partie du système capitaliste, ne fait qu'accroître la démotivation. Et on en a un indice supplémentaire, c'est que plus on avance et plus il y a une inflation des théories de la motivation. Et cette inflation, en fait, traduit l'absence grandissante de motivation des travailleurs. Ça pose un problème. Ça pose un problème puisque la psychologie industrielle ou le comportement organisationnel, qui sont les disciplines scientifiques qui étudient le comportement des travailleurs dans les organisations, ces deux sciences nous apprennent qu'à compétences égales, l'implication apporte un surcroît de performance. Donc, il y a d'un côté la recherche de l'implication en vue de la performance, et de l'autre, une baisse tendancielle du taux de motivation ou d'implication. Prenons-les ici comme synonyme, même si ce n'est pas tout à fait exact. Donc, vous voyez en fait, le jeu qui se met en place, c'est que plus on va rechercher la motivation, et plus on va créer de la démotivation. Voilà. Jusqu'à obtenir donc ce chiffre incroyable de 90% de salariés qui souhaitent se reconvertir. Et alors, il y aurait plein de choses sur lesquelles rebondir et sur justement le fait qu'on recherche à toujours accroître cette motivation qui baisse de façon tendancielle. Ce qui paraît intéressant à constater, c'est le glissement de plus en plus grandissant du travail dans la vie privée. Alors, je ne veux pas forcément parler du fait de travailler plus d'heures chez soi, mais dans le domaine qu'on va appeler communément des loisirs. On cherche à faire en sorte d'avoir une vie d'entreprise, pas forcément avec ses collègues de travail propre, mais dans un environnement proche, ne serait-ce que donc, dans le domaine du sport. On retrouve dans certains sports collectifs ou même individuels qui se pratiquent maintenant en groupe des similitudes de profession. Moi, je voulais vraiment une expérience personnelle sur le sujet. Je pratique la course à pied depuis un bon moment et la similitude de profil chez ces gens-là, qui n'est pas le mien pour le coup, est assez ahurissante. Et on a vraiment un domaine de travail qui est très proche où on pousse à aller dans ces domaines-là, à se mettre en équipe là-dedans et donc ça va aller jusqu'à du coup donc la vie privée parce qu'on parle d'une pratique sportive qui est importante en dehors du travail, qui va ensuite se créer sur par exemple le fait de d'échanger évidemment par message. Donc ça prend une emprise complètement, enfin, intégrante de la vie. Et est-ce que c'est pas un... Alors, on peut le voir peut-être sous un angle effrayant, dans le sens où c'est un système gagnant, ou alors peut-être qu'il s'essouffle et donc qu'il cherche à aller dans le domaine du loisir pour de plus en plus aliéner les individus. Je ne sais pas sur quel plan on peut le voir. Oui, alors, je peux vous apporter peut-être plusieurs éléments de Bien sûr. réflexion. Euh, la révolution industrielle ne fut pas simplement une révolution technique. Ce le Mhm. fut, évidemment, Mhm. et notamment la substitution des machines aux outils eut un impact absolument considérable.
et fait partie intégrante de ce que j'ai appelé tout à l'heure aliénation ou séparation du travailleur avec son travail. Mais il faut bien se rendre compte que les mutations technologiques ne peuvent devenir effectives que si à un moment donné, elles entrent en adéquation euh, avec les mentalités collectives, avec ce que Pierre Legendre appelait la référence, ou ce qu'on pourrait encore appeler les grands récits, les fictions fondatrices. Voilà. Et donc, il a fallu que la notion d'efficacité devienne prédominante et se substitue par exemple à la notion de justice, qui était absolument centrale pour les États souverains, pour que cette révolution fût acceptée et pu se développer jusqu'au capitalisme digital d'aujourd'hui. Alors, si l'efficacité, ou alors les Américains parleront d'efficience, efficiency, aujourd'hui on parlerait de performance, bon, c'est quand comme synonyme, devient la norme ultime à laquelle on se réfère pour réguler les comportements humains, alors cela signifie que l'ensemble des comportements ou des actions s'y rapportent, et pas seulement le monde du travail. Oui. Donc il y a déjà eu une mutation dans le monde du travail où l'efficacité se substitue par exemple euh, à la beauté ou à la fierté du travail bien accompli ou à la camaraderie, etc. Mais comment dire, ce principe d'efficacité, je refuse d'utiliser le mot valeur, donc ce principe de mot efficacité, évidemment, comment dire, régit également les vies privées. Et donc, la notion de performance, on la trouvera autant en entreprise, d'ailleurs à plusieurs plans, hein, économique, social, écologique, etc., qu'en politique, le discours de la performance de nos élites actuellement, au mépris souvent de réalités qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'efficacité, mais ça c'est autre chose, on a encore un exemple du divorce entre le discours et la réalité, mais c'est la performance alimentaire, sexuelle, sportive, etc., vous voyez, ou performance automobile. Euh, Ce sont les records, effectivement, de tout genre, qui peuplent les pages du Guinness. Bon. Donc ça, c'est un premier point, c'est que quand l'efficacité devient valeur cardinale, cela signifie qu'on s'y rapporte de tout point de vue. Deuxièmement, euh, dans une première phase du capitalisme, le travail était effectivement limité à la durée de travail. Donc, se limiter au sein des entreprises ou au sein des organisations. Cela, en réalité, a changé assez vite, puisque quand Ford a compris que la production de masse qu'il allait mettre en place grâce au travail à la chaîne ne pouvait, comment dire, prospérer que s'il y avait en face une consommation de masse pour acheter ces produits, eh bien, le travailleur devenu consommateur travaille également en sa sphère privée. Il va travailler pour rechercher le produit qu'il veut acheter, etc., etc. Vous voyez? Et c'est devenu à tel point aujourd'hui que le consommateur est presque intégré à l'entreprise. D'ailleurs, si on parle de portefeuille client, c'est comme si le Ouais, client appartenait à l'entreprise. Alors, à quoi on le voit? Eh bien, ça a commencé, par exemple, il n'y avait plus de pompiste pour faire le plein. Donc, le service de production est réalisé par le consommateur. C'est la même chose pour les emballages des courses, quand on va au supermarché. La dématérialisation générale ne fait qu'accentuer cette participation grandissante des consommateurs à la production, ce qui est du travail gratuit, une source extraordinaire de profitabilité pour les entreprises. Dans ce plan-là, on a une évolution justement qui pourrait être majeure dans le monde du travail depuis en fait clairement 2 ans et demi. C'est la généralisation du télétravail sous couvert de la protection d'autrui. C'était là, évidemment l'argument. Est-ce qu'on est là-dessus sur une évolution d'ordre clair et net, intégré dans notre société, dans l'individu, où il n'y a plus moyen de faire marche arrière? Comment on pourrait définir ça? Voilà. Alors ça, il faudrait une boule de cristal pour Ouais, bien sûr. répondre à votre Ouais. question. Euh, Tout d'abord, il dirait que, mais ça Rousseau le disait déjà, qu'il n'y a pas de corrélation ou de concordance nécessaire entre le progrès technique et le progrès moral. Mhm. Nous vivons depuis le 19e siècle dans l'idolâtrie du progrès technique Mhm. et dans la croyance religieuse que la technique peut prendre en charge tous les maux, tous les problèmes.
ce qui culmine par exemple aujourd'hui dans le transhumanisme. Mhm. Mettre fin à la finitude humaine grâce à la convergence des technologies. Que perd-on? On perd des choses élémentaires. Vous parliez donc du pompiste ou effectivement de la caissière, hôtesse de caisse, comme on dit aujourd'hui. Euh, on perd les petites relations sociales qui passent par le regard, par le mot échangé, par le sourire, mais qui forment ces micro-relations, l'atome, j'ai envie de dire, élémentaire du tissu social. On ne peut pas sourire à la pompe à essence, on ne peut pas sourire aux caisses automatiques, on ne peut pas sourire à la plateforme électronique sur laquelle on commande son drive. Donc, ça signifie qu'on perd tous ces micro-gestes, ces micro-relations du quotidien qui pourtant sont essentielles à la vie sociale. Et donc là, on a bien, à mon sens, ce découplage qu'avait repéré Rousseau entre le progrès technique et le progrès moral. Là, il y a bien une régression morale de ce point de vue-là. Euh, mais attention, parce que la croyance que le progrès technique peut résoudre tous les problèmes reste une croyance. Mhm. Je prends mon cas comme exemple. Pour aller à un colloque, je ne peux plus désormais envoyer un message ou téléphoner à une secrétaire pour réserver une nuit d'hôtel, les billets de train, etc. Je dois aller sur une plateforme où il y a un mode d'emploi avec des étapes à suivre et ça me prend entre 20 minutes et une demi-heure Mhm. de mon temps. Donc, j'ai plus la relation sociale avec la secrétaire parce que elle sent qu'on a besoin d'elle, qu'on vient demander, parce que c'est une façon d'être valorisée. Ça entretient, ça a une régularité dans les relations professionnelles. Donc, je la vois moins. Et par contre, je perds une demi-heure de mon temps, ce que je juge vraiment très inefficace, pour le coup, pour une nuit d'hôtel et deux billets de train. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une croyance que le progrès est un progrès technique qu'il l'est de façon effective. Il me semble que, de façon générale, ce qui est acquis dans le sens du progrès technologique n'entraîne aucune régression. Mhm. On le voit par exemple aux lois de bioéthique. Pour Ouais. prendre un autre exemple que la dématérialisation, on n'imagine pas revenir en arrière sur la loi de bioéthique, qui elles-mêmes ne font qu'entériner quelque part des faits de société qui les précèdent. Une Ouais. sorte de chambre d'enregistrement des faits de société. De la même façon, on n'envisage pas remettre en cause le travail dématérialisé. Alors, à quel rythme, selon quelle comment dire, modalité, cela, je ne sais pas, mais il est devenu courant. Maintenant, il n'y a, par exemple, du point de vue universitaire, il n'y a plus de colloques qui ne se déroulent pas en ligne. Alors, ils ont lieu dans des locaux de l'université, du CNRS, etc., mais il y a toujours un lien pour y assister ou y participer en ligne. Ça, on ne reviendra pas en arrière. Mais il y a quand même une multiplication dans le monde du travail, hein, liée au travail, de psychoses et de maladies qui apparaissent, qui sont soit concrètes, soit qui sont multipliées dans le discours par des appellations toujours différentes. Burn-out, burn-out, ça signifie quoi concrètement également tout ça, ces multiplications de maladies? Oui, oui, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on ne peut pas déconnecter ces maladies qui ne sont pas que professionnelles Mhm. du contexte sociologique général, caractérisé par ce que Hartmut Rosa, c'est connu, a appelé l'accélération. Mhm. Non pas le temps qui s'accélère, les unités du temps restent évidemment les mêmes, mais la densité d'événements au sein d'une même unité de temps s'est accrue. Donc on vit plus d'événements dans une minute. Je crois que tout le monde peut en faire l'expérience en observant son comportement sur les applications de son téléphone, par Mhm. exemple. Bon. Euh, Cette accélération a pris une forme particulière dans les entreprises, ou même dans notre vie privée, due effectivement à la révolution cybernétique. Donc, pour répondre à votre question, je dois faire un petit écart par la cybernétique et ça me permettra de caractériser plus précisément le type de pathologies auxquelles nous avons affaire, qui sont
disons, socio-professionnelle. Alors, la cybernétique est une science qui est apparue au milieu du XXe siècle, dans le cadre de l'effort de guerre mené par le gouvernement américain. Celui-ci a réuni à plusieurs reprises des sommités du monde intellectuel dans les fameuses conférences Macy. On y trouvait notamment Norbert Wiener, mathématicien, qui a trouvé le nom de cybernetics justement pour qualifier le résultat de ses travaux. On y trouvait des biologistes, des neurobiologistes, on y trouvait des physiciens, on y trouvait des informaticiens, des économistes, des sociologues, des psychologues, bon, etc. Alors, je peux citer John Kahneman comme figure assez éminente, Gregory Bateson, Margaret Mead, Kurt Lewin en psychologie sociale, etc. Euh, la grande conquête de la cybernétique a été de conceptualiser la boucle de rétroaction, ce qu'on appelle en anglais le feedback. Et d'ailleurs, quand on est dans le monde du travail, on entend que ça à longueur de journée, les feedbacks. Euh, Qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? C'est un cycle qui comporte 4 phases, mais qui va se répéter de façon éternelle. Première phase, démission de finalité. Deuxième phase, plan d'action, dépense d'énergie. Troisième phase, évaluation de ce qui a été réalisé pour mener une analyse des écarts entre ce qui est souhaité et ce qui est réellement obtenu. Et quatrième phase, les corrections de façon à réduire les écarts constatés préalablement. Et cette boucle tourne de façon permanente. Alors, on la connaît de façon spontanée en management sous le terme d'amélioration continue, mais en réalité, elle structure, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans les livres que vous avez cités en introduction, elle structure, à mon sens, l'ensemble du management contemporain, des modèles de ce management, des techniques de ce management, que ce soit en système d'information, en contrôle de gestion, en ressources humaines, etc. La performance de cette boucle de réaction, parce que n'oublions pas que l'objectif, c'est un objectif de performance, c'est donc d'éliminer toute action inutile. La rétroaction sert à mettre de côté tout ce qui est inutile de façon à se rapprocher de plus en plus vite de la finalité. Autrement dit, la performance ici, c'est la rapidité avec laquelle se parcourt la boucle de rétroaction. D'où le phénomène d'accélération. Vous voyez, c'est là que je fais le lien avec la thèse d'Armut Rosa. Donc, l'accélération prend la forme en fait, de la multiplication des boucles de rétroaction dans les organisations et dans la société. Évidemment, l'un des facteurs qui a généré cette multiplication des boucles de rétroaction, c'est le développement de l'informatique, bien évidemment. Bon, je pose ici simplement quelques bases, mais ça me permet maintenant de répondre à votre question. Qui est l'homme qui vit dans une boucle de rétroaction? C'est ça, en fait. Qui est l'homme qui vit dans une boucle? C'est un homme qui doit s'adapter en permanence, puisque cette boucle ne connaît pas le repos et elle accélère. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Je suis dans une organisation et puis je vois les projets se multiplier, se multiplier, se multiplier, sans qu'on les mène forcément à leur terme. Voilà. Un exemple concret de ce que ça signifie, l'accélération de la boucle de rétroaction. Ce qu'on demande à cet homme, eh bien, c'est de s'adapter de telle sorte que le stress y est permanent. Et cette permanence du stress conduit à un épuisement généralisé. Précisément, ce qu'on appelle, alors on pourrait dire, à une consommation, pour être plus fidèle au terme de burn-out, que l'on trouve effectivement dans le vocabulaire de la médecine du travail. Euh, donc, un épuisement. Et à cet épuisement s'ajoute une autre pathologie qui se caractérise par le ralentissement psychique du temps, qu'on appelle la dépression. C'est-à-dire que comme le temps à l'extérieur ne cesse de s'accélérer, que le psychisme réalise qu'il ne pourra pas suivre indéfiniment, il va lui-même arrêter le temps pour se protéger, et c'est ce qu'on appelle la dépression. Donc je dirais que l'épuisement, la consommation de soi, une sorte vous voyez, il y a toujours une forme d'enthousiasme quand on est pris au début dans des projets. Là, on se sent le maître du monde, et donc on se consume à une vitesse incroyable, mais en même temps, derrière, on va être obligé de ralentir le temps, ce sera la dépression. Donc on assiste effectivement à ce couple épuisement-dépression
qui se traduit en France par une consommation d'anxiolytiques la plus haute au monde, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier, mais il me semble qu'on est bien entre 10 et 15% de la population qui consomme régulièrement des anxiolytiques. Alors simplement, donc justement sur cette question de l'accélération des éléments dans notre vie en général et donc forcément au travail, il y a quelque chose dans le domaine de la professionnalisation, si on peut parler ainsi, qui est l'adaptabilité et la flexibilité à Hmm. tout. Quelles conséquences ça a sur l'individu concrètement? Oui, alors, la transition est toute trouvée, hein, puisque nous parlions à l'instant de stress et que le stress n'est autre que ce syndrome d'adaptation. Euh, la question de l'adaptation fait partie, comment dire, allez, je vais dire comme ça, du package de la société industrielle. On trouvait déjà chez Saint-Simon, qui était le philosophe de l'industrialisme, qui cherchait à tout prix à justifier le passage définitif de la société de l'Ancien Régime à la société moderne, qui n'irait d'autre que la société industrielle, pour lui, de son point de vue. On trouve déjà chez Saint-Simon, euh, comment dire, l'apologie de cette capacité à circuler dans le réseau, et qui me semble le prototype de ce qu'on appellera adaptation. Saint-Simon a bien compris que ce qui caractérise l'industrie, c'est la mobilité, c'est la liquidité, comme dirait Zygmunt Bauman aujourd'hui, hein, la vie liquide, et que donc la principale capacité, donc, c'est le terme que Saint-Simon utilisait, on dirait aujourd'hui compétence, c'est celle qui consiste à être mobile, à se mouvoir. Et d'ailleurs, quand tout le monde devient mobile, eh ben, cela donne une mobilisation totale. Vous voyez, que ce soit en termes de guerre ou d'industrie, ou même le terme a été repris d'ailleurs en 2000, en 2020 par Emmanuel Macron dans sa lutte contre le coronavirus, hein. On va Mhm. tous se mobiliser contre le coronavirus. Mhm. Euh, Deuxième point, c'est que l'adaptation fait évidemment partie du vocabulaire de la biologie. C'est un syndrome d'adaptation à son environnement, exactement comme les animaux s'adaptent à leur environnement, et ceux qui n'y parviennent pas disparaissent. C'est la sélection naturelle, hein, qui se caractérise par l'intensité des relations de compétition entre animaux, et ceux qui ne parviennent pas à s'adapter à cette intensité meurent, soit qu'ils ne parviennent pas à se nourrir, soit qu'ils se trouvent tués par les autres. Autrement dit, pourquoi je fais ce détour? Parce que l'adaptation est un signe de ce que j'appellerais la régression biologique. C'est-à-dire qu'on parle des êtres humains comme s'ils se réduisaient à des animaux. Alors, animaux, nous le sommes, évidemment, dans une certaine partie, mais nous ne sommes pas réduits à notre animalité, à notre corps, euh, à notre chair. Et donc, il y a dans le management, à travers l'agilité, l'adaptation, la flexibilité, un ensemble de références au corps qui évacue la dimension de la raison, propre à l'animal humain, comme disait Aristote. Alors, si je le rapporte maintenant à l'école, à l'université, puisque vous partiez dans votre question de ces institutions, eh bien, l'école et l'université avaient pour vocation de former à la raison, à la fois par la transmission d'un ensemble de connaissances, appuyées donc sur le progrès scientifique, et transmission de connaissances, et formation au jugement critique, qui est l'exercice critique de la raison, critique, je veux dire, au sens ici kantien, hein, analyser les conditions de possibilité du réel. Euh, l'apprentissage, cette dimension critique, menait à former des citoyens, à qui donc on pouvait confier un bulletin de vote, puisqu'il plaçait ce bulletin en fonction d'un raisonnement rationnel euh, qui était transmis ou enseigné à l'école et à l'université. À partir du moment où les universités se transforment progressivement en écoles professionnelles, comment dire, ne transmettant plus des connaissances, mais ayant pour objectif de développer des compétences, donc de préparer à l'intégration sur le marché de l'emploi. Cette mutation de l'université, évidemment, ruisselle, c'est un terme à la mode en économie, ruisselle sur le lycée, le collège et les écoles primaires et maternelles, et
l'ensemble de la chaîne scolaire devient une fabrique d'employabilité. Je prends souvent cet exemple que j'ai vécu il y a maintenant 12 ans, quand j'ai vu ma fille aînée revenir de l'école maternelle avec ses fiches d'exercice et voir inscrit tout en haut, compétences à développer, objectifs à atteindre. Et d'aller voir sur le site du ministère du Travail, pardon, de l'Éducation, comment dire, des raisons de ce qu'on appellerait cette gestion des compétences à l'école maternelle. Et le site répondait très clairement, il s'agit de préparer les futurs travailleurs qui entreront sur le marché du travail dans 20 ans ou 25 ans. Alors, parmi les compétences les plus recherchées pour vivre dans une boucle de rétroaction, il y a l'adaptation. Donc, ça signifie que le système scolaire qui forme à l'employabilité va consacrer toute une partie de son énergie, de son temps, à former des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui s'adaptent. Les ratés seront ceux que Günther Anders appelle les unadaptable fellows, les types inadaptables. Enfin, ceux-là, ils sortent du système scolaire. Alors concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, là, c'est en tant que parent que j'ai pu découvrir cela. La dictée négociée. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une dictée négociée, mais à l'école primaire, eh bien, au lieu de faire, comment dire, on imagine le maître ou la maîtresse faire sa dictée et puis chaque élève copier sur son cahier en s'efforçant d'écrire justement. Ben non. En fait, on crée un texte à trous, on crée des équipes Oui, ok. et puis on demande aux équipes de trouver les bonnes solutions. Mhm. Et vous mesurez le passage qu'il y a entre la dictée comme mesure de l'apprentissage de la langue, c'est le premier cas, et la dictée comme capacité à vivre en groupe et à prendre des décisions collectives, voire à s'imposer, c'est-à-dire donc à travailler le leadership. On est dans deux univers radicalement différents. Et vous voyez donc, à travers ce petit exemple, on pourrait en citer vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, que l'employabilité et l'adaptation, ou ce qu'on appelle encore le savoir-être, ou encore les soft skills, commencent à prendre comment dire, une importance décisive à l'école. Mhm. Donc au détriment de la raison, hein. Justement, dans cette volonté d'évolution de l'apprentissage, il y a un des derniers éléments qui, on va dire, distinguait les méthodes d'éducation, c'est que la France avait permettait malgré tout de réaliser l'école en dehors de l'école primaire nationale, donc avec l'éducation à domicile, toutes ces formes d'éducation alternative. Depuis 2 ans, ça fait maintenant 2 ans, que le gouvernement fait la chasse à ces méthodes alternatives sous des prétextes voilà, d'intégrisme, changement de mentalité qui sont dangereux. Mais derrière ça, du coup, on va chercher à intégrer les pans de la société qui ne sont vus, en tout cas comme dangereux par une forme d'éducation qui est totalement différente, en les obligeant à revenir à l'école. Et ça, c'est un phénomène qui peut être vu dans plein de domaines de la société depuis quelques années, c'est-à-dire on refuse maintenant de laisser partir des pans entiers de la société qu'on considère comme dangereux. Est-ce que ça peut pas être une forme de vision un peu totalisante de la vie avec des côtés très, on peut qualifier d'inquiétants, qui sont vus aussi pendant le Covid, entre autres. Voilà. L'État moderne est un monstre. Hobbes l'avait décrit sous la forme du Léviathan. Alors c'est un monstre utile parce qu'il a su mettre fin aux guerres de religion, c'est-à-dire aux massacres civils. Mais un monstre nécessite des contre-pouvoirs. Et on va dire de Montesquieu, la Révolution française, un peu plus tard, c'est ce qui a été fait quelque part. Il dit de montrer par la séparation des pouvoirs, par la liberté de la presse, etc., de mettre des contre-pouvoirs. Mais un monstre reste potentiellement un monstre. Donc, vous voyez, il y a une possibilité ou un potentiel, alors totalitaire, je ne sais pas, mais Ouais, au moins autoritaire à l'État moderne, qui est un État absolutiste. Il faut prendre ici absolutiste au sens vraiment étymologique du terme. L'absolu, c'est ce qui est délié. On a assisté ces dernières années, la crise du Covid a été un témoin, enfin vraiment un cas exemplaire. C'est un pouvoir délié de tout contre-pouvoir.
Il n'y a plus de contre-parole. Alors pour de multiples raisons qui tiennent à la fois des raisons sociologiques comment dire, oui, de cartographie sociale des gens qui sont au pouvoir, également des raisons institutionnelles et juridiques. Enfin, bon, ceci étant dit, Christopher Lasch avait déjà pointé depuis quelques décennies le fait que l'État tendait de plus en plus à investir la sphère privée. Une sorte de renversement, si vous voulez, de ce qui a présidé à l'État moderne. Justement, il a pu se poser comme pouvoir absolu en contrepartie d'une société civile et donc d'une vie privée. Or là, l'État, effectivement, tente à absorber. Alors, ça prend des choses extrêmement comment dire, des choses banales comme profiter de l'éducation par des cours d'éducation civique, morale et sexuelle, et donc par les enfants faire rentrer des messages moraux ou écologiques dans les foyers. Par exemple, ah bah papa, il faut que tu coupes le robinet quand tu brosses les dents. En fait, vous voyez, c'est encore une fois une micro-relation sociale, familiale ici, mais qui révèle à quel point l'État, parce que tout ça part d'un programme qui lui-même a été conçu en fonction d'une volonté de modifier les comportements, eh ben, ça arrive effectivement dans les familles. Et on pourrait multiplier ce type d'exemples, et à travers tout domaine, dans la santé, dans l'éducation, pour l'environnement, etc. Si bien que et tout ça évidemment est amplifié par comment dire, cette toile cybernétique et technologique qui permet aussi cette diffusion massive des messages institutionnels. Donc la part, effectivement, comment dire, la possibilité de la sécession est de moins en moins probable, possible. Enfin, cette part s'amoindrit évidemment. Euh, ou alors, il faut renoncer à la possession de la technologie. Hmm. Ce que font un certain nombre dans, je veux dire, l'économie sociale et solidaire, dans des formes, comment dire, un peu radicales de survivalisme, de communautés qui se mettent en marche pour en permaculture. Vous voyez, ça existe de façon très marginale, à à condition de renoncer totalement à la technologie. Étant donné la perte de sens, comme qui a été dit précédemment, qui est déjà effective, parfois même sur plusieurs générations dans certains domaines, comment en fait revenir là-dedans, retrouver du sens, peut-être, Hum, c'est que d'une autre D'accord. manière, revenir au Alors, capital. oui, ce qu'on peut déjà dire, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure du passage de l'outil à la machine. Marx, lui, parlait quand même du capital comme d'un sujet automate, et Ellul parlait de la technique comme d'un système technicien. Cela signifie que les logiques en présence aujourd'hui sont des logiques dont on ne maîtrise pas, euh, comment dire, les leviers ni les conséquences. L'effet de système, réside dans l'interaction de ces multiples des éléments qui produisent des choses qui sont hors de notre portée. Euh, Günther Anders parlait de l'impossibilité de la représentation des effets de la technique moderne. Les effets de grandeur, ce n'est pas comparable, ce n'est plus comparable à l'échelle humaine. Alors que ce soit le cas des multinationales, en effet, et en particulier, parce qu'on vit souvent les GAFA, mais il ne faut quand même pas oublier les fonds d'investissement et fonds de pension qui ont un rôle tout à fait considérable dans cette finance vertigineuse. L'État qui ayant perdu sa nature ou son essence politique, Julien Freund parlait de l'essence du politique, l'État devenu gestionnaire et contrôleur des populations a intégré le dispositif global en renonçant donc à sa fonction politique. C'est pour ça que ce n'est plus vraiment l'État moderne. Il en garde la forme, mais pas la substance. Si bien que nous nous retrouvons chacun dépourvus d'horizon collectif et de possibilités d'action collective. Ce que précisément nous nommions politique. Mhm. Le fait que le pré-parti de France soit l'abstention, et si on y ajoute un certain nombre d'électeurs potentiels qui ne sont même plus inscrits sur les listes électorales, témoigne de cette désillusion du politique. Or, quand la dimension politique s'éclipse au profit du technique, du gestionnaire, de l'économique, etc.,
qu'est-ce qui nous reste? Le recours à l'éthique. Le recours à l'éthique, c'est-à-dire euh, à une forme, ce que Pierre Hadot, qui était un spécialiste de la philosophie antique, appelait la citadelle intérieure. Mhm. La citadelle. Donc, se retrancher dans son fort intérieur, donc là, fort santé et fort avec T. Et ça passe donc évidemment par l'entretien des relations de proximité. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve quand même une certaine vivacité de la vie associative. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on aime de moins en moins son organisation. Alors avant, on n'aimait plus trop son organisation, mais on aimait encore son travail. Vous voyez, il y a une implication organisationnelle, une implication professionnelle. Maintenant, de plus en plus, on aime de moins en moins son travail également. Et donc, son énergie, sa vitalité, on va être au profit de la vie associative dans son village, etc., au profit de telle ou telle cause locale ou plus globale, plus humanitaire, peu importe, mais c'est de refabriquer du lien à un micro-échelon. On va se recentrer autour d'un cercle d'amis, de sa famille, autour d'activités sportives, artistiques, parce qu'on a renoncé, vous voyez, à l'engagement dans la cité, n'ayant plus prise sur la cité. Voilà. Donc et, et donc ça suppose, si vous voulez, effectivement de jouer sur les interstices qui ne sont pas encore pris dans cette maille dont on parlait tout à l'heure. Et c'est comme s'il y avait une course, on va dire, de dispositifs pour grignoter de plus en plus ces interstices. Alors, exemple, à partir du certain taille, les gérants d'une association vont venir se former dans les écoles de management. Et là, vous voyez ce qui était vu comme une sortie de ce système réintégré dans le système par le système managérial, les exigences juridiques liées à la taille de l'association, etc., etc. Dans un peu ce contexte foisonnant d'impossibilité un peu de trouver du repos et d'être toujours dans l'accélération, qu'en est-il un peu du droit à la paresse, comme vous pouvez le formuler Paul Lafargue, ou sans aller jusqu'à l'appellation sexuelle de la paresse? Les auteurs révolutionnaires que j'apprécie, je pense notamment à Walter Benjamin, Mhm. ont bien compris que donc la révolution ne pouvait plus être une révolution d'un parti politique, etc. Parce que tout ça, c'était fini. Déjà pour Benjamin, au début du XXe siècle, hein, vous voyez, Oui. il est mort en 41. Euh, la révolution est un frein, dit Benjamin, et il avait cette phrase, il faut saboter le trafic. Alors, il y a plein de formes, en fait, de sabotage euh, qui sont néanmoins dans les, comment dire, les interstices, comme je disais, ou les failles où on peut se glisser, les brèches desquelles on peut profiter, sont de plus en plus rares, précisément en raison de l'essor de ces dispositifs technologiques, qui, par exemple, vous êtes en télétravail, ou même votre ordinateur est allumé dans votre entreprise, et ben, vous pouvez, comment dire, voir l'activité du salarié, euh, comment dire, avec les mouvements de la souris. Mhm. Est-ce qu'il est actif sur son ordinateur ou pas? Vous voyez, donc cette Mhm. traçabilité laisse de moins en moins d'opportunités de saboter le trafic, pour reprendre l'expression de Benjamin. Alors, il y a deux niveaux de réflexion, je dirais, qui font suite à votre question, pardon. Le premier, général anthropologique, et le second, peut-être effectivement plus éthique, adapté aux circonstances actuelles. Le premier, c'est le travail peut-il effectivement constituer une valeur de civilisation, qui est le grand pari de la modernité. Hannah Arendt parlait de la condition de l'homme moderne, de la glorification moderne du travail. J'ai personnellement des doutes sur la capacité du travail industriel tel que je l'ai défini au tout début de notre entretien, à pouvoir faire civilisation, dans le sens où il me semble que faire civilisation consiste justement à cultiver l'inutile. Civilisation s'érige au-delà de l'utile sur l'inutile. Qu'y a-t-il d'utile à lire la critique de la raison pure de Kant? On ne voit pas directement là où ça peut mener, vous voyez. Mhm. Euh, Or, pourtant, ça fait partie indéniablement du patrimoine de la philosophie européenne. Donc, tout rapport à l'utilité ne me semble pas, ou au rendement, ou à l'efficacité, ne me semble pas pouvoir répondre aux questions que toute civilisation doit prendre en charge, l'origine, la mort, le mal, le sexe. Grande question métaphysique, ou le sexe ou l'altérité, si vous voulez.
L'efficacité ne permet pas de répondre à ça. C'est impossible. La science ne le permet pas. Donc, la civilisation réside justement dans ce dépassement des questions utilitaires qui permettent de prendre en charge ces questions existentielles ultimes sur lesquelles une société ne tient pas. Donc, j'aurais tendance à, comment dire, à apprécier la démarche de Paul Lafargue parce que précisément, il remet en cause ce primat du travail. Bon, il ne fait pas l'apologie de la civilisation, mais celle de la bombance, comme il dit lui-même, ce qui peut être sympathique à certaines occasions, mais peut-être pas constituer un mode de vie à part entière. Deuxièmement, la question éthique rapportée au contexte actuel, il me semble que ce qui peut nous rester réside dans ce que je pourrais appeler des éthiques de la brèche. Alors, quand on nous demande de travailler sur un temps continu, c'est faire une sieste. Quand on nous demande de manger en une demi-heure, fast food, c'est prendre son temps pour manger. Slow food, etc. Donc, ce sont des actions, comment dire, qui n'auront pas d'impact macro-politique, macroéconomique, etc., mais qui permettent de se préserver d'une façon ou d'une autre, et vraiment à petite échelle, se préserver de la mécanique de l'accélération. Auparavant, on avait une réflexion sur les conditions ouvrières, qu'on peut trouver notamment dans les travaux de Simone Weil à travers l'insatisfaction des besoins de l'âme. Est-ce que ça continue à être un mal moderne alors même que la notion en soi de condition ouvrière peut être également atomisée? Comment on peut parler de ça? Condition ouvrière, hein, je ne suis vraiment pas spécialiste de la Ah, question. ok. Elle est liée à un fait géographique et physique spécifique qui fut le regroupement de paysans transformés en ouvriers Mhm. spécialisés dans des lieux productifs qu'on appelait usines. Mhm. Et Simone Weil, comme d'ailleurs on pourrait parler de Georges Sorel et de son mythe de la grève générale, euh, après il y a cette époque où il y avait encore en Occident, cette réunion de travailleurs sur un même lieu qui est la condition même de la révolution. Parce que la révolution passe par la prise de conscience du prolétariat qu'il est le prolétariat. Mhm. Et pour ça, ça nécessite cette réunion. Vous voyez. Ouais. Euh, la donne a changé aujourd'hui. Avec les nouvelles formes d'organisation du travail, réticulaires, il y a un éclatement des lieux productifs et les marxistes ont vite remarqué que ces formes dites matricielles, ce management de projet, ces formes réseau, étaient des freins à la prise de conscience du prolétariat. Les conditions avaient changé dans la mesure où les nouvelles formes d'organisation avaient engendré l'éclatement Mhm. des lieux géographiques, à la fois hors de l'Occident. Donc, on a repoussé les lieux de production. On dit que l'Inde, la Chine, ce sont les usines du monde. Bon. Et donc, par cette segmentation des travailleurs qui empêche leur unification dans une conscience commune. Donc, effectivement, cette condition ouvrière la question de la condition ouvrière a changé. Et elle s'est métamorphosée, je dirais aussi après la société de consommation, qui est trop glorieuse. Il me semble que c'est la question maintenant de la classe moyenne et du déclassement de cette classe moyenne qui est analysée par un auteur comme Christophe Guilluy, notamment. Mhm. Euh, Dire que l'idée n'est même plus politique, je pense, pour cette classe moyenne, c'est comment est-ce qu'elle peut vivre avec décence de son travail. Euh, le contexte inflationniste qu'on connaît, comment dire, ne fait qu'accentuer cette, euh, cette question. Mais on voit bien que l'obsession de la classe moyenne, qui se trouve déclassée, c'est un accès au loisir, un accès à la consommation qui lui a été ôté. Et donc, la question ouvrière, la condition ouvrière, elle, était politique. Celle de la classe moyenne, de la France périphérique, est économique plus Mhm. que politique. Donc, je dirais que la condition ouvrière, aujourd'hui, la question pardon, ouvrière, me semble plus d'actualité. On a l'impression qu'en fait, justement, alors que d'un côté, le progrès technique, comment dire, se glisse de plus en plus dans le domaine du travail et c'est pas possible d'une certaine manière d'en sortir. De l'autre côté, on le pointe comme un souci dans notre façon de vivre globale, comme créant des désastres
humanitaire, écologique. Et donc, on demande à en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans d'y mettre un Alors, reproche qui, et de qui vouloir le demande, conserver à la fois? qui demande d'en sortir? Moi, je ne suis pas sûr que le projet technique a, comment dire, a- a une belle argumentation devant lui. C'est que il engendre ça des mots, mais l'innovation pourra les résoudre. Hmm. Donc, j'entends pas ce discours, en tout cas dans les classes dirigeantes, élites politiques, économiques ou culturelles, d'une renonciation à la technique. Bon. Mais là, il faut quand même revenir sur ce qu'on entend par technique. Parce que dire que l'homme est un animal technique, c'est l'évidence même. Donc, il ne s'agit pas de incriminer la technique en tant que telle, mais la forme, la nature, euh, oui, la forme qu'elle a revêtue à l'ère moderne. C'est-à-dire une technique non plus fondée sur l'usage empirique d'outils qui sont comme des exosquelettes, donc des prolongements du corps humain, mais une technique qui s'appuie sur des connaissances scientifiques, axiomatiques, déductives, amenant comment dire, à la conception de machines qui permettent un accès au monde, une maîtrise du monde et une exploitation généralisée d'un monde qu'on réduit à un ensemble de gisements. Bon, vous voyez que entre le marteau et puis les machines industrielles, ça n'a rien à voir en fait. On ne doit pas parler de technique pour englober ces deux entités. Ça ne va pas. Donc il faut déjà différencier entre technique et disons. Alors, Olivier Rey fait entre technique et technologie. Je citais Lull qui parlait lui, des systèmes techniciens. Luther Anders parlait de la méga machine. Bon, peu importe, mais il y a une distinction à faire. Alors, la distinction passe par la notion de mesure. Euh, Vous connaissez très certainement la révolte des Ludites qui a eu lieu au début du 19e siècle, même 1810, 1811. Et Eric Hobsbawm, qui leur a consacré un livre, euh, détaille très précisément le seuil de la révolution. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Il dit les ouvriers ont commencé à se rebeller quand leur appareil, quand on a installé plus de 24 broches sur leur machine. Vous voyez que c'est même pas la machine en tant que telle qui est en cause, que la machine, quand elle dépasse un seuil, qui va remettre en question toute une organisation communautaire. Parce qu'évidemment, le contexte des ouvriers anglais au début du 19e siècle, c'est certes du travail à l'usine, mais une grande partie encore de travail dans les champs, à domicile, autour du tissage, etc. Bref. Enfin. Et dépasser les 24 broches, on allait atteindre un stade de production qui allait remettre en cause toute l'organisation communautaire, familiale, préalable. Et donc, vous voyez que la question ici, c'est celle de l'ubris. C'est grec appelé l'ubris, la démesure, l'illimité, hein, ou l'infini, l'indéfini. Si bien qu'aussi aujourd'hui, on devait se poser la question des limites du progrès technique, on ne devrait pas se la poser sous la forme d'une sortie du système technicien qui semble absolument impossible, mais sous la forme de la mesure. Qu'est-ce qui, dans le système technicien, reste à la mesure de l'homme et des communautés humaines? Là, c'est un critère qui permet non pas de définir des quantités exactes permettant de trancher, mais des ordres de grandeur. Des ordres de grandeur. Dans quelle mesure, par exemple, est-il justifiable qu'un foyer ait plusieurs voitures? Posons la question de la mesure. Dans quelle mesure est-il comment dire, souhaitable que des avions circulent ou volent sans être remplis, voire même à vide, si vous voyez à quoi je fais référence pendant la période Covid? C'est la question de la mesure. Donc là, on a en fait un critère éthico-politique, mais on n'a plus le pouvoir pour pouvoir qui se pose la question et qui est capable de régler, parce que mesurer, c'est aussi apporter des règles, c'est prendre des mesures politiques
pour, oui, pour de réguler ces phénomènes. Voilà, donc, ce qui fait qu'on on se retrouve face à un système dynamique, qui s'accroît, et quelques groupuscules qui font la sortie totale, on va dire, de la technologie, mais que dans aucun des cas, me semble-t-il, la question de la mesure se trouve posée. La question de la mesure sera peut-être le mot de la fin, n'est autre que celle de la convivialité, selon Ivan Illich. Euh, Ivan Illich critiquait ces mastodontes institutionnels et polytechniques et en appelait à la création d'outils conviviaux, c'est-à-dire adaptés à l'homme et surtout aux communautés humaines. Très bien. Merci beaucoup pour cette dernière question. Je pense qu'en effet, ça peut être un des mots de la fin du coup de notre entretien. Donc, merci beaucoup, Baptiste Rapin, Merci à vous. d'avoir accordé ce temps pour Gavroche Média. Merci pour vos réponses étoffées et riches en informations et en réflexion avant tout. Donc, merci à vous. Merci à Gavroche aussi pour la réalisation de cet entretien. Et n'oubliez pas, soyez Gavroche.